L'Iran a annoncé ce mercredi matin avoir visé des bases américaines situées au Bahreïn et en Jordanie. L'armée jordanienne dit avoir abattu 5 missiles iraniens, tandis qu'au Koweït, les forces armées ont déclaré faire face à des cibles aériennes hostiles sans préciser leur provenance. Ces attaques font suite à des frappes lancées par les États-Unis contre l'Iran mardi dans la nuit. Selon le commandement central américain, elles ont visé des installations de défense aérienne ou encore des radars iraniens situés près du détroit d'Ormuz. Des attaques lancées selon Washington en réponse à la destruction la veille d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine alors qu'il survolait le détroit. Le président américain a précisé que les 2 pilotes de l'appareil étaient indemnes. De son côté, sur le réseau X, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que l'Iran ne laisserait aucune attaque ni aucune menace sans réponse, avant d'ajouter « Quittez notre région si vous voulez être en sécurité ». Avant d'accuser l'Iran d'avoir abattu cet hélicoptère américain, Donald Trump avait laissé poindre un regain d'optimisme quant aux négociations avec l'Iran, mais sans donner plus de détails. Les belligérants n'ont pas encore réussi à transformer ce cessez-le-feu d'avril en un accord visant à mettre un terme définitif au conflit, d'autant plus qu'Israël intensifie et étend sa campagne militaire au Liban contre le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. Interviewé dans Europe Today, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, a estimé que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran ne pourrait prendre fin que par une voie diplomatique. The Iranians don't care if their people are killed. They don't care if there is a real ceasefire because they've got now a very powerful government in Iran because there is no opposition at all. And because of the strike by the US in Iran is reinforcing the power in Tehran. Conclu en avril dernier avec la médiation du Pakistan, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été violé par les 2 parties. Mercredi, Téhéran a mené des frappes contre des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn. Un peu plus tôt, Washington avait visé l'Iran en riposte à l'abattage d'un hélicoptère américain. The declaration by the US of a ceasefire means that it's up to the US to decide if there is a breach or not, because there is no agreement with the Iranians. So we are no longer at war, we are not yet at peace, we are just in between, and each time there is a problem, of course, they use the force. L'Iran conditionne tout accord de paix à la fin des hostilités au Liban, mais alors que les autorités israéliennes et libanaises ont convenu d'un plan de cessez-le-feu prévoyant l'arrêt des tirs du Hezbollah, la milice chiite libanaise s'y est fortement opposée, réclamant le retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban. Le salon de la défense de Berlin de cette année est consacré aux leçons tirées de la guerre des drones en Ukraine. Mais l'Europe a-t-elle le niveau requis pour s'adapter à ce nouveau mode de conflit ? Nein, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sein müssten, aber wir können hier viel lernen. Zum einen haben wir den Austausch unter der Industrie, aber auch mit Beschaffern, aber auch mit Politik. Und ich glaube, da sind wir schon weiter als vor 3, 4, 5 Jahren, wo wir jetzt auch intensiver uns austauschen. Und vor allem lernen wir hier auch viel von den ukrainischen Freundinnen und Freunden, was die für Erfahrungen haben, die sie leider bitterlich bezahlen. Il y a quelques jours, un drone a été abattu dans l'est de la Lettonie après avoir pénétré dans l'espace aérien de ce membre de l'OTAN depuis la Russie. Pour les États baltes, la menace est depuis longtemps une réalité. C'est pourquoi ils investissent massivement dans les nouvelles technologies de défense. I think the reaction has been actually quite strong. There's a lot of resolve. You see defense spending going up. You see a lot of new capabilities being developed. The Estonian military has grown significantly. We have a new transformation command that is looking at all these new technologies and making sure that we are more advanced and have more innovative technologies used by our military. So I think the sense very much is that we're kind of looking the monster in the eye. Et voici le résultat concret. La société allemande ARX présente son système terrestre sans pilote Gereon. Ce véhicule est conçu pour aider les soldats et selon l'entreprise, il est déjà utilisé en Ukraine. Die Plattform selber heißt Gereon, weil Gereon ist der Schutzpatron der Soldaten, also auch hier ein bisschen versteckt. Hat insgesamt eine Tragfähigkeit von maximal 500 Kilogramm und ist rein elektrisch betrieben. Man sieht hier oben drauf sind sogenannte Multimodule, so nennen wir die. Die kann man ganz einfach öffnen und auch wieder schließen und somit diesen Payload, das ist jetzt hier ein
Bundesstretcher ganz einfach austauschen. Also man hat hier nicht mehr eine Limitierung, dass man sagt, ich habe nur einen Use Case, sondern ich kann hier einen Logistikkorb draufpacken. Ich kann hier aber auch sehr viel advanced oder sehr viel fortgeschrittenere, intelligentere Systeme, Payloads draufpacken. La guerre en Ukraine a montré à quel point le conflit moderne évolue rapidement. Les drones, les systèmes autonomes et les nouvelles solutions logicielles sont perfectionnés et déployés directement sur le front en l'espace de quelques mois seulement. Lors de ce sommet, les responsables politiques, le personnel militaire et les entreprises ne discutent donc pas seulement de l'augmentation des dépenses de défense, mais aussi de la manière dont ces ressources sont utilisées. On the one hand, Germany doing good, but on the other hand, Germany spends only 2% of overall budget to new solutions to drone industry. The percentage is so small, and it's important to rethink this approach. I'm not telling you that Germany should allocate 100% of the money to new industry. It's important to find this balance. Au total, le sommet a réuni près de 1000 invités. Belfast, théâtre de violentes manifestations anti-immigrés mardi soir, au lendemain d'une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais. Des centaines de manifestants, pour beaucoup masqués, se sont rassemblés dans la capitale d'Irlande du Nord. Alors qu'un bus et plusieurs voitures ont été incendiées, des habitants ont dû être évacués d'un immeuble en proie aux flammes. La première ministre nord-irlandaise, Michelle O'Neill, a condamné un acte de lâcheté répugnant et appelé au calme. Plusieurs figures d'extrême droite, notamment le militant Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley Lennon, avaient lancé plutôt des appels à manifester sur les réseaux sociaux avec le soutien du patron de la plateforme X, Elon Musk. Le suspect de l'attaque au couteau, dont l'identité n'a pas été révélée, a été inculpé mardi soir, notamment pour tentative de meurtre. Sa victime, un homme d'une quarantaine d'années, a été hospitalisé dans un état grave. Le ministère de l'Intérieur a confirmé que l'assaillant est un réfugié soudanais titulaire d'un permis de séjour. Si le motif de son attaque demeure incertain, la piste terroriste est écartée. Et si les murs pouvaient encore parler ? Dans les Vosges alsaciennes, la cuisine de l'ancien camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof fait actuellement l'objet de fouilles archéologiques. Entre 1941 et 1944, 50 000 détenus furent contraints au travail forcé sur ce site. C'est dans cette longue baraque en bois, construite par des déportés, que les repas étaient préparés. Aujourd'hui, le bâtiment fait l'objet d'un travail d'étude et de restauration en vue d'une future ouverture au public. L'objectif, c'est que les visiteurs puissent rentrer dans ce bâtiment, découvrir son histoire et mieux appréhender la vie quotidienne, la survie quotidienne des déportés. Le bloc cuisine ayant été pillé après la guerre, il ne subsiste presque rien à l'intérieur. Parmi les quelques objets trouvés, une petite fiole en verre, quelques boutons et un peigne. Des documents d'archives ont par ailleurs révélé que des détenus auraient dissimulé des objets dans les murs. C'est possible que dans une pièce, derrière une des cloisons, on trouve des objets cachés. C'est un peu une des attentes du chantier et donc c'est à suivre dans les prochaines semaines. Les planches de bois qui constituent les murs du baraquement vont être minutieusement retirées et numérotées afin d'être restaurées. Elles seront ensuite réinsérées à leur emplacement d'origine. Aujourd'hui, avec la disparition des derniers témoins, des derniers déportés, c'est ces traces, ces lieux, les lieux de survie, les lieux où les déportés ont vécu, qui vont survivre à la disparition de ces personnes. Et c'est vraiment important aujourd'hui de conserver pour les générations futures, pour transmettre cette histoire auprès des générations futures. La restauration du site doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2027, avant sa réouverture au public en tant que lieu mémoriel. L'Europe vient de connaître l'un de ses mois de mai les plus chauds jamais enregistrés. Selon le service de surveillance du climat européen Copernicus, cette vague de chaleur exceptionnellement précoce pourrait devenir la nouvelle norme sous l'effet du changement climatique. À l'échelle mondiale, il s'agit du deuxième mois de mai le plus chaud jamais observé. Plusieurs pays européens ont battu des records de température, notamment le Royaume-Uni, la France, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. En cause, un puissant dôme de chaleur venu d'Afrique du Nord qui a maintenu pendant plusieurs jours des températures largement supérieures au normal de saison en Europe occidentale.
Cette transition rapide a sans doute amplifié les impacts sur les populations, laissant peu de temps aux habitants mais aussi aux cultures et aux écosystèmes pour s'acclimater à des températures beaucoup plus élevées, a précisé Copernicus. Les océans poursuivent eux aussi leur réchauffement. La température moyenne à leur surface a atteint son deuxième plus haut niveau jamais observé, derrière le record de mai 2024. Les climatologues surveillent désormais l'arrivée d'un nouvel épisode El Niño qui pourrait être particulièrement puissant et pousser les températures mondiales vers de nouveaux records d'ici 2027. L'agence spatiale américaine a présenté l'équipage de la mission Artemis 3 qui doit se rendre en orbite terrestre pour tester les opérations d'amarrage entre la capsule Orion et les atterrisseurs des entreprises SpaceX et Blue Origin qui permettront le retour d'astronautes sur la Lune. Parmi les noms sélectionnés figure celui de l'astronaute italien Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne. La mission, actuellement prévue pour le second semestre 2027, n'aura pas la Lune pour destination directe. Il s'agira plutôt d'un vol expérimental en orbite terrestre basse, conçu pour tester des procédures et des technologies cruciales. Le programme Artemis implique de nombreuses agences internationales, les a fourni des composants essentiels pour le vaisseau spatial Orion, tandis que l'agence spatiale italienne apporte des modules pressurisés destinés à une utilisation future sur la surface lunaire. Une mission en concurrence directe avec la Chine qui ambitionne d'envoyer des astronautes sur la Lune à l'horizon 2030. Les deux pays veulent établir des bases près du pôle sud lunaire et le pays qui débarque en premier aura la priorité pour choisir les sites les plus utiles.